Bonsoir Bernard Pivot. Bonsoir. On ne vous présente plus, journaliste, écrivain, président de l'Académie Goncourt. Vous avez incarné la culture à la télévision avec des émissions mythiques, Bouillon de culture, Apostrophe. Et ce soir, eh bien, j'ai une question sur un sujet qui est revenu dans le débat cette semaine. C'est cette fameuse écriture inclusive. Alors vous, l'amoureux de la langue française, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, l'écriture inclusive, c'est un épiphénomène, mais un révélateur de ce qui peut menacer la langue française, c'est-à-dire la confusion. La confusion parce que les féministes demandent l'écriture inclusive, les Belges demandent que le participe passé, les règles du participe passé soient changées, et demain ou après-demain, c'est un syndicat ou une association qui demandera la suppression du futur antérieur ou du plus que parfait. Donc, au fond, on voit qu'il y a des catégories aujourd'hui sociales, sociologiques, qui demandent des modifications de la langue française. Mais la langue française, c'est une langue vivante, elle doit évoluer avec son temps. Oui, absolument, elle évolue avec son temps, et souvent, d'ailleurs, elle évolue sans que nous nous en rendions compte. Si je comparais le dictionnaire d'il y a 40 ans avec celui d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de changements. La langue française, c'est un corps vivant. C'est un corps vivant qui tantôt se repose, tantôt bouge, s'active, etc. Mais c'est un corps fragile. Et on ne peut pas non plus brutaliser ce corps selon les désiderata des uns et des autres. Alors Bernard Pivot, ça veut dire quoi ? Qu'il faut y aller, mais par petites touches, voilà, doucement. Oui, il faut pourquoi pas changer parfois des règles. Par exemple, moi, je suis partisan de la féminisation des vous savez, des professions. Pompier, une pompière. Oui, c'est ça. Alors, je sais bien que ça fait des choses malheureuses. Par exemple, un tribun, une tribune. Hein. Bon, ça va pas. Mais le sens général est bon. C'est-à-dire de féminiser, la langue étant un peu trop masculine, c'est bien de la féminiser quelque part. C'est aussi une façon de changer les mentalités. Oui, vraiment absolument. Donc ça, je trouve que c'est une bonne modification. Pourtant, En revanche, l'écriture inclusive que vous avez mise tout de suite sur la table, plateau. Eh bien, non, je suis contre. Je suis contre pourquoi elle est imprononçable. Simplement, vous ne pouvez pas la lire. Vous pouvez pas la lire. Un instituteur .tris, un agriculteur .tris, c'est ça, c'est très lourd. C'est lourd, c'est horrible. Illisible selon vous. Vous pouvez pas, donc ça ne va pas. Alors, parfois, le changement des règles aussi, je pense notamment à l'accord du participe passé, qui est donc proposé par des professeurs belges, d'abandonner l'accord du participe passé avec le verbe avoir. On peut se demander si c'est nécessaire comme simplification, une mesure de bon sens, ou alors une sorte de paresse intellectuelle. Alors, ces deux professeurs belges, vous avez raison d'insister sur le fait que ce sont des professeurs, parce que pour le moment, ils ont dû avoir beaucoup d'élèves qui ont bien eu du mal à intégrer ces règles des participes passés. Et je ne parle pas des règles participes passés, des verbes pronominaux, parce que ça, c'est encore plus compliqué. Alors, l'avantage de leur règle, c'est qu'elle est très simple. Elle est très très simple. Avec le verbe avoir, on ne fait pas d'accord. Et avec le verbe être, on fait tous les accords. Donc, il n'y a pas d'exception. Alors, ça donnerait quoi ? Ça donnerait, par exemple, les fautes que j'ai faites, les habitudes que j'ai prises. Alors, c'est évident que moi, personnellement, je préfère rester à l'ancienne règle. Pourquoi ? Parce que si je lis Proust, où il y a beaucoup de participes passés, je vais me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Comment il écrit, la Proust ? Ce sont des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe. Mais si un jour, et pas seulement les Belges, mais aussi les Français, les Africains, les Suisses, les Québécois veulent la transformation de cette règle, pourquoi pas ? Mais à condition qu'il y ait unanimité de ce qu'on appelle la francophonie. Ça ne peut pas être les Belges aussi qui imposent le changement d'une règle à toute la francophonie. Alors, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, c'est vrai que c'est la terreur des jeunes, pas que des jeunes d'ailleurs. Et vous, pour y remédier, vous avez proposé pendant 20 ans les Dicodores, une sorte de championnat géant d'orthographe. On va regarder à quoi ça ressemblait. Vous allez voir, il y a du niveau. Des mots et des outils. Agrégé de grammaire, je sais démonter les phrases, décortiquer la syntaxe, jongler avec les hypalages hardis et les tmèses incongrus. Mais de mes 10 doigts, je suis d'une maladresse inouïe, un manche. Et dire que de mon nom j'ai signé, ô ironique langue française, des manuels. Hypalage hardi et tmèses incongrues. Oui, ça c'est des formules de style. Donc oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de dictée, ce serait possible dans les classes ? Ah non, pas du tout. Non, ça, pas ça. Ah non, absolument pas. Mais ça, c'était les champions. Hein. C'était une dictée de finale. Donc on n'avait que des champions autour de nous et qui étaient capables de faire 0 faute à des dictées comme ça. Non. Alors, évidemment, vous allez me poser la question sur la dictée. On remet la dictée à l'honneur. Oui, puisque le ministre de l'Éducation nationale propose une dictée quotidienne pour lutter contre les fautes.
Ouais, mais pas une dictée comme ça, avec des mots savants, non, pas du tout. Et je trouve que c'est une très bonne idée, mais à condition de ne pas faire de la dictée quelque chose de rébarbatif, de vieillot. C'est-à-dire que, même si j'adore Balzac, je pense qu'il ne faut pas aller chercher dans Balzac quelques lignes de dictée. Il vaut mieux aller chercher dans Annie Ernaux, dans Philippe Solers, Echnoz, enfin les auteurs d'aujourd'hui. Et puis, surtout, faire de la dictée quelque chose de ludique, apprendre à jouer avec les mots. De léger. Ne pas me dire, ah ben vous avez fait 5 fautes, je vous colle 0. Non, c'était ça quand même dans ma jeunesse, c'était ça, vous faisiez 5 fautes, 0. Donc, s'amuser, faire aimer les mots aux écoliers et aux lycéens, et puis d'abord évidemment aux collégiens, donc leur faire aimer les mots, et donc quand on aime les mots, eh bien on apprend leur orthographe, on apprend leur sens, etc. Alors vous, bien sûr, vous aimez les mots et vous êtes président de l'Académie Goncourt. Oui. On attend le prix Goncourt bientôt, début novembre. Vous avez dû lire des centaines de livres, vous avez annoncé la présélection. Des dizaines de livres, c'est déjà pas mal. Alors justement, comment est-ce qu'on départage des dizaines de livres pour en annoncer 15 pour l'instant? Ah ben, c'est un vote démocratique, nous sommes 10, donc on vote. Alors le lauréat, c'est pas toujours celui que je préférais, et parfois c'est celui que j'ai mis en avant. C'est comme ça, c'est une règle démocratique. Il y a un point commun dans les 15 livres présélectionnés? Ah ben oui, tous les 15 livres ont obtenu la majorité absolue des votants. Et est-ce qu'une caractéristique se dégage cette année de ces 15 livres? Oui, la qualité des premiers romans. Il y a d'ailleurs 4 ou 5 romans dans les 15. Ce qui est très rare, et notamment les jeunes femmes. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont de grands talents. Donc c'est la caractéristique et qui nous dit que ce ne sera pas un premier roman qui remportera la palme. Franchement, j'en sais rien. Vous savez pour qui vous allez voter? Je vais voter, d'abord, on va ramener la liste de 15 à 8, donc je sais à peu près pour les 8, mais après, on verra bien. Vous devez lire donc des dizaines de livres. On imagine qu'il faut une certaine rigueur pour cela. Oui. Au temps d'apostrophe, vous disiez que vous lisiez 10 heures par jour. Est-ce que c'est toujours le cas? En juin, juillet, août, oui, assez souvent. 10 heures... 6, 7, 8 heures, mais du metteur à l'apostrophe, j'étais fou, j'étais dingue. Donc, je passais mes journées. Aujourd'hui, je le suis un peu moins quand même. Au contraire, je suis plus sage. L'annonce du prix Goncourt, elle se fait le 7 novembre, je le disais, à Paris. On imagine bien les coulisses avec des tas de tractations. Ça prend parfois des heures. Comment est-ce qu'on fait à la fin pour trancher? C'est vous le boss? C'est vous qui décidez s'il faut, s'il y a des hésitations? Non, il y a un vote. Il y a un vote. On vote oralement. C'est pas par bulletin secret, on n'a pas honte de notre choix. Et à chaque tour de scrutin, on tire au sort, à savoir, on vote pas dans le même ordre. Et puis à la fin, il y a 6 voix contre 4 ou 7 contre 3. Alors la seule chose où je peux intervenir, c'est si au 14e tour, il y a une égalité parfaite, 5 contre 5. Alors la voix présidentielle, à ce moment-là, compte double. Merci Bernard Pivot. On va guetter l'annonce du prochain concours, ça sera donc le 7 novembre. En attendant, je rappelle le titre de votre dernier livre. Vous l'avez coécrit avec votre fille, Lire, point d'exclamation, coécrit donc avec Cécile Pivot. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission intitulée ce soir « Déficit, pourquoi on n'y arrive pas ?»